Quand on pense aux films de gangsters, on a tous en tête la grandeur tragique du parrain ou la folie stylisée des affranchis. C'est la version officielle des chapitres que tout le monde connaît, et puis il y a des notes en bas de page, celles qui racontent une vérité plus que crue, plus sale, plus désespérée. En 1973, un film a osé montrer le crime non pas comme un empire flamboyant, mais comme un job précaire pour des types fatigués dans des bars miteux sur des parkings anonymes. Un film pour lequel sa star, l'immense Robert Mitchum, a mis en jeu son image de dur à cuire pour incarner la chose la plus terrifiante du monde, un homme ordinaire qui n'a peur de rien. Ce film, c'est Les copains d'Eddie Cole ou Les amis d'Eddie Cole, et son histoire est peut-être encore plus fascinante que sa propre fiction. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va pas parler d'un blockbuster ou d'un succès surprise. Non, aujourd'hui, on va parler d'un échec, un flop commercial à sa sortie. Un film qui a mis 20 ans à traverser l'Atlantique pour arriver chez nous en vidéo et Blu-ray. Ce qui pourtant est aujourd'hui vu comme comme un polar les plus importants des années 70, Les amis d'Eddie Cole, réalisé par Peter Yates en 1973, est une véritable anomalie à une époque qui adorait les anti-héros charismatiques. You put your hand in the drawer, and somebody kicks the drawer shut. Hurt like a bastard. Yates a fait le choix radical de filmer les perdants, des trafiquants d'armes, des braqueurs, des balances qui n'ont absolument rien de fascinant. Ils ne vivent pas dans des villas de luxe, mais dans la grisaille d'un Boston automnal, et leur ambition, ce n'est pas le pouvoir, c'est juste de tenir jusqu'au lendemain. Au centre de cette toile d'araignée, il y a Eddie Cole, incarné par Robert Mitchum au sommet de son art, qui livre une performance d'une vulnérabilité absolument poignante. Alors, comment un film aussi brutalement honnête a-t-il pu voir le jour? Pourquoi une légende comme Robert Mitchum a-t-elle tant risqué pour ce rôle? Et comment cet échec commercial est-il devenu aujourd'hui une œuvre culte, une référence pour les cinéastes comme Scorsese ou Tarantino? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. L'intrigue des amis d'Eddie Cole est à l'image du film. Simple, direct, sans fioriture. Eddie Cole, surnommé Eddie Fingers, est un petit malfrat de la pègre irlandaise de Boston. Il fournit des armes, c'est tout. Ce n'est pas un caïd, c'est juste un intermédiaire qui vieillit et qui vivote de deal foireux en deal foireux. Sauf que son temps est compté. Il risque plusieurs années de prison pour une vieille histoire de détournement de camion. Et à son âge, il sait très bien qu'il n'en reviendra pas. Pour éviter la tôle, il lui reste qu'une seule carte, devenir une balance. Il accepte de tuyauter un agent du Trésor, Dave Foley, en échange d'une vague promesse de parler au juge. Le titre du film, Les amis d'Eddie Cole, est une ironie terrible parce que dans ce monde-là, Eddie n'a pas d'amis. Il n'a que des contacts, des clients et, plus encore, des menaces potentielles. Il y a Dillon le barman faussement sympa, joué par Peter Boyle, air débonnaire, monsieur tout le monde, le type même du barman qui entend tout et qui lui-même est un addict de longue date. Il y a Jackie Brown, un jeune trafiquant d'armes arrogant. Ça vous rappelle peut-être déjà quelque chose. Il y a les équipes de braqueurs
à qui Eddie refourgue son magot. Le film ne tourne pas autour d'un casse spectaculaire, c'est juste une suite de rencontres clandestines, de dialogues murmurés dans les cafés, dans les voitures, dans les bowling, presque vides d'ailleurs. C'est la chronique du quotidien d'un type qui essaie de survivre dans un océan de trahison où chaque mot peut vous coûter la vie. You gonna need any more guns? I could use anything you can get. In the world of Eddie Coyle and his friends, the real world of crime, cops cannot operate without information, and criminals cannot survive without favors. I want 10 guns. I want it tomorrow night. I'll be right there with the money, same place where we were before. I'll be there with the money, you be there with those damn guns, because if you ain't, I'll be looking for you and I'll find you too. Le personnage d'Eddie Cole est la clé de tout. Robert Mitchum, qui était alors une star un peu sur le déclin, voulait casser son image de héros monolithique. Et là, il trouve le rôle parfait pour ça. Loin du charisme de ses personnages de films noirs, son Eddie Cole est un homme usé. On le sent voûté, on le sent le regard fatigué, portant littéralement le poids de ses échecs sur ses épaules. Et on le voit dans son quotidien, dans son foyer, avec sa femme, loin, très loin de Jane Russell, une femme authentique, donc fini le glamour. Le réalisateur, le film en train de faire ses courses ou de manger à la cantine. Un type normal, un type qui connaît trop bien la douleur pour ne pas la craindre et qui tente un dernier coup de poker désespéré, pas par courage, mais par pure trouille de finir ses jours en cage. La première chose qui saute aux yeux en voyant ce film, c'est son authenticité quasi documentaire. Ce qui se faisait beaucoup d'ailleurs dans les années 70. Un film qui est adapté du roman de George V. Higgins, un ancien procureur de Boston, qui connaissait le milieu comme sa poche. Ses dialogues, retranscrits avec une fidélité incroyable, sont terriblement justes. Ça parle argot, ça discute technique de braquage, pas pour épater la galerie, mais parce que on est dans le quotidien de ces mecs. Le réalisateur à qui l'on doit la course-poursuite mythique de Bullitt prend ici le contre-pied total du spectaculaire. Sa mise en scène est sobre, presque distante, sa caméra observe mais elle ne surjoue rien. Les braquages de banque par exemple sont filmés de manière clinique, froide, ça montre leur violence mécanique, presque banale et déshumanisée. Les coups de feu sont rares, ce qui rend leur impact encore plus brutal. On n'est pas là pour admirer des criminels, mais on est là pour observer la technique sordide de leur survie. Mais ce réalisme n'aurait jamais été possible sans l'application totale de Mitchum. Il ne s'est pas contenté de jouer le rôle, il a plongé dans le Boston interlope des années 70, fasciné par la mentalité des gangsters. Il a insisté d'ailleurs pour rencontrer certains voyous, pour s'imprégner de leur monde. La rumeur dit même qu'il aurait cherché à rencontrer le fameux Whitey Bulger, le parrain de la mafia irlandaise sur place, d'ailleurs qui servira un peu plus tard de modèle à Jack Nicholson dans Les Infiltrés de Scorsese. May I have your attention? I want to remind you not to attempt anything courageous or foolish. It would come to the same thing. I want you to remember that these men have someone at my house. And they say he'll kill my wife if anything goes wrong. I believe them. It's not at all unusual. I've been held up 4 times in 36 years, and I can tell you the important thing is not to panic. Cette quête d'authenticité se ressent partout. Le tournage lui-même a été un défi, puisque Mitchum, fidèle à sa réputation, n'avait accepté le rôle qu'à une seule condition, que ces scènes soient tournées en 3 semaines, pas une de plus. Le réalisateur a relevé le pari et ce rythme effréné a sans doute contribué à l'aspect brut, presque pris sur le vif du film. Yates a même gardé des prises avec des petites imperfections de jeu, prouvant ou trouvant que cela allait ajouter à la tension. Le résultat, c'est un film de gangster qui ne ressemble pas à un autre. Là où Le Parrain, sorti 1 an plus tôt, offrait une vision plutôt romantique de la pègre, ce film montre l'envers du décor, la solitude, la paranoïa et la certitude que chaque ami est un traître potentiel.
C'est un anti-film noir, il n'y a ni mystère, ni femme fatale, ni héros cynique, juste la description glaciale d'un écosystème où on est soit le prédateur, soit la proie. Le film, sorti en 1973, est un flop total. Le public habitué à des films d'action et à des personnages forts n'accroche pas à cette vision pessimiste du crime. Le film ne rentre même pas dans ses frais, il ne rembourse même pas la pellicule. Pourtant, les critiques, elles saluent la performance de Mitchum. Le célèbre critique Robert Ebert lui donna même la note maximale. C'est un de ces films qui a grandi dans l'ombre, une pépite de cinéphile, et son influence, bien que discrète, est immense. On retrouve son réalisme poisseux et ses dialogues ciselés dans des œuvres plus tardives, des séries comme The Wire, à des films comme The Town de Ben Affleck, qui se passent aussi dans le milieu irlandais de Boston. Tous doivent quelque chose à l'approche de Yates en faisant appel à Mitchum, une icône du film noir classique pour jouer un personnage aux antipodes de ses rôles d'antan. Yates a créé un pont fascinant entre deux époques du cinéma. Aujourd'hui, les amis d'Eddie Cole marquent un point de rupture avec le mythe du gangster. Il nous rappelle que derrière les grandes figures, il y a toujours des hommes ordinaires, des piégés par leur propre vie et qui luttent pour juste ne pas être noyés en fait. I can get you probably 6 pieces. I got more now, but I promised some of this lot. I don't know as I like that. Buying from the same lot as somebody else makes me nervous. S'il y a bien une décennie qui ne trouve pas grâce à mes yeux, c'est bien les années 70 et le cinéma américain, trop ancré dans le réalisme, le sociétal à outrance, les marginaux. C'est la nouvelle vague Made in USA. Et pourtant, voilà ce film dans On se fait une toile. Non-sens, me direz-vous. Car oui, ce film entre dans cette catégorie de films du début des années 70. Et ce qui m'attire, c'est que c'est un film méconnu, rare et surtout Robert Mitchum en tête d'affiche. Donc il a sa place dans cette rubrique. Oui, c'est comme ça. Mais malheureusement, même si on veut adhérer à cette histoire, on a vraiment du mal. Car le rythme ne trouve jamais son tempo. On voudrait que cela parte en vrille, que les braqueurs ne soient pas aussi nets. On voudrait assister à des courses-poursuites entre les flics et les trafiquants. On voudrait un peu plus de punch. On voudrait un peu plus de nerfs. On voudrait voir Mitchum plus mordant. Et on voudrait aussi un scénario plus étoffé. Car si on y regarde bien, on a du mal à savoir où le réalisateur veut nous emmener. Quelle est la motivation réelle du dénonciateur? Car oui, on voit Mitchum basculer, mais lui, on connaît ses motivations. Pour le reste, c'est bien vague. Et là, je contredis tout ce que je vous ai dit plus haut, plus tôt. Alors, faut-il quand même s'arrêter sur cette rareté? Oui, bien sûr, justement parce que c'est une rareté et même s'il n'est pas aussi flamboyant qu'espéré, il a le mérite d'exister, tout simplement. Voilà. Bingo! Tout simplement. Voilà pour ce voyage dans l'univers sombre de mes amis d'Eddie Cole. C'est un film exigeant qui demande un peu de patience, comme je vous l'ai dit, mais qui récompense le spectateur par son honnêteté. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Est-ce que vous connaissez ce film méconnu? Et pour vous, c'est quoi le meilleur polar des années 70? Dites-moi tout ça dans vos commentaires, bien sûr. Et si cette analyse vous a plu, et que vous voulez découvrir d'autres pépites oubliées du cinéma, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et puis à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer. Un dernier point quand même à mentionner pour cette vidéo,
C'est voilà le Blu-ray sur lequel j'ai pu m'appuyer pour faire cette vidéo. C'est un Blu-ray et c'est un DVD qu'on ne trouve pas facilement en France, souvent à l'import. Donc là, c'est encore une fois un éditeur indépendant, je vais l'appeler comme ça, qui a fait un très beau travail, notamment sur la piste son. Voilà, si vous voulez quelques petits renseignements sur ce Blu-ray, eh bien, je vous mettrai des descriptions en commentaire. Voilà. Sur ce, on revient à la vidéo initiale. En montrant le crime comme un engrenage sans âme, ce film reste plus de 50 ans après l'un des films les plus tristes et les plus vrais jamais faits sur le sujet. Voilà. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles histoires de cinéma que j'ai toujours plaisir à vous présenter. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne toile, portez-vous bien, ciao ciao. Beep beep. Beep beep.